s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Abdelkader Lo à la technique micro, Mohamed Ali Mouba. Premier sujet sur notre table, la proposition de révision de la Constitution, en tout cas annulée, vous l'avez constaté par les 7 sages, le Conseil constitutionnel. Les juges ont clairement statué que la loi était contraire à la Constitution, se basant principalement sur le non-respect des procédures, la violation des règles constitutionnelles encadrant la modification de la loi fondamentale et l'absence de compensation financière. Décision qui fait suite à un recours en urgence déposé par le président de la République, ce qui met un coup d'arrêt, vous l'aurez constaté là aussi, à ce texte porté par le groupe parlementaire majoritaire. Réaction d'Ousmane Sonko, dont acte, nous nous conformons, mais l'Assemblée va continuer à jouer son rôle, exercer pleinement sa mission. Avant d'engager le débat sur la question, j'aimerais tout d'abord entendre mes deux invités qui sont là. Merci d'être venus déjà à Omar Seck Ndiaye, qui est communicant, écrivain. Vous êtes donc journaliste, je dirais aussi, même si vous n'exercez plus, Omar Seck. Merci d'être venu, bonjour. J'ai pas refusé. Bonjour. Alors, donc, Omar Seck Ndiaye, je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes communicant, vous êtes écrivain aussi. Très bien, vous écrivez beaucoup d'ouvrages. C'est ça que je préfère. Très bien, merci d'être venu. À vos côtés, cher Omar Sy, que vous connaissez aussi, un ancien parlementaire, président de Zidewa. On n'entend pas beaucoup parler peut-être de votre ONG, on n'en parle pas beaucoup. Mais je rappelle que c'est l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Merci d'être venu, cher Omar. Merci, mais ça fait quand même plus de 9 ans qu'on travaille 10 ans, vous travaillez sur les indicateurs sur les indicateurs, sur tout ce qui est pétrole et gaz. Ah oui. Nous avons beaucoup d'activités autour de ces questions de transparence budgétaire aussi. Alors, donc, Omar Seck Ndiaye, avant de revenir tout à l'heure sur le rejet de cette proposition de loi qui a été envoyée au Conseil, au recours du président de la République, que prépare Ousmane Sonko? On a vu Ousmane Sonko qui a demandé en tout cas aux députés qui sont avec lui de venir dans le cadre d'une réunion. Finalement, cette réunion a été renvoyée. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé? Franchement, Dieu ne m'a pas encore donné nom de vaccineur. Parce que je ne peux pas lire dans la tête d'Ousmane Sonko. Je peux pas... La convocation de l'Assemblée, c'était le vendredi à 15h, ordre du jour. Je rappelle, l'information sur l'ordre du jour, c'est limité à une seule rubrique, information. Et finalement renvoyé. Bon, j'imaginais que c'est par rapport à la décision. De faire un débrief du Conseil, de faire le point, d'analyser. Et je pense que c'est la moindre des choses, de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire quand on en prend une démarche. Que la démarche soit positive ou négative. La moindre des choses, c'est de faire le point avec ses collaborateurs, ses parlementaires, de voir éventuellement il y a d'autres actions à mener, de les esquisser. Et comme je dis, sur le terrain politique, donc la vie politique aussi, c'est ça, les prochains jalons, d'autres actions. Cher Omar, quels pourraient être les prochains jalons que Ousmane Sonko pourrait poser à l'Assemblée nationale? Je rappelle que l'Assemblée n'est plus en session. Oui, l'Assemblée a clôturé le 30 juin. Je ne sais pas quels seront les prochains jalons, mais ce qui est clair est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a censuré la révision constitutionnelle pour plusieurs raisons. Et ces raisons-là sont d'ordre de manière principalement, principalement, et aussi du fait qu'aujourd'hui certaines incidences financières devaient être prises en compte par les parlementaires. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ça crée une frustration au niveau du Parlement, parce qu'ils avaient fait un barreau d'honneur pour que le président de la République promulgue cette révision de loi-là. Aujourd'hui, autant on va voir la réaction de l'Assemblée nationale, autant on attend maintenant de le président de la République. Mais le président avait dit au début qu'il allait faire un référendum. Oui, mais il se ravise au dernier moment pour faire un recours. Oui, mais le référendum, logiquement, avant qu'il y ait lieu, il faut aussi que le Conseil constitutionnel dise est-ce que les lois qui ont été conformes qui ont été prises, est-ce que les décisions que les députés ont prises, c'est ça, tous la Constitution, sont
conforme à la Constitution, à l'esprit de la Constitution elle-même. Donc, avant de proposer un texte qui peut avoir des limites ou des conséquences. Et donc, le Conseil constitutionnel a jugé que le travail des parlementaires n'était pas à la hauteur de la Constitution et ils ont rejeté le tout, surtout dans la procédure. Maintenant, il faudrait voir est-ce que l'Assemblée nationale va décider de reprendre le travail ou laisser le président de la République qui avait proposé un avant-projet de loi, ne l'oublions pas, de révision constitutionnelle, maintenant intégrer toutes les... Parce qu'il faut aller dans un consensus comme un consensus fort avec une implication plus large de tous les acteurs, pour arriver à une constitution qui soit stable. On ne peut pas chaque fois qu'un président arrive, qu'une majorité arrive, la Constitution soit touchée de droite à gauche. Je pense qu'à un moment, il faut définitivement la stabiliser et avancer sur quelque chose de plus concret. Alors, Omar Seck-Ndiaye, le rejet de cette proposition de loi par le Conseil, je l'ai dit, le Conseil a déclaré la loi non conforme à la Constitution. On l'a vu. 2 griefs majeurs soutenus. On a parlé principalement de la procédure, le vote bloqué au centre par ailleurs du bras de fer. Les juges ont-ils fait application de la loi? Ont-ils bien interprété la loi selon vous? Bon, nous avons vu les compétences et les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Quand le Conseil prend une décision, on ne fait que se conformer. À ça. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de recours. Mais, bon, moi, je vais aller un peu plus loin que ça. D'abord, par rapport au vote bloqué, ce qu'il faut dire aussi que ça, c'est une forte inspiration française qui a beaucoup inspiré notre législation. Il faut dire que cette histoire de vote bloqué, c'est né des soubresauts de la 3e et de la 4e République en France. Alors, les gens ont jugé bon ce qu'ils ont appelé à l'époque un parlementarisme rationalisé. Mais le souci aussi, c'était de renforcer le rôle du président de la République. Donc, on dit que c'est devenu une arme aujourd'hui fatale entre les mains de l'exécutif. Oui, comme je dis, vote bloqué. C'est important que les gens comprennent le contexte du vote bloqué. Parce que tout le monde en parle. Ouais. Bon, ce n'est pas une invention sénégalaise. C'est une disposition qui est dans la française. Et comme j'ai dit, qui est née des soubresauts de la 3e et de la 4e République. Alors, ils ont tiré des leçons en disant qu'il faut un parlementarisme rationalisé. Mais le souci principal, c'était de renforcer les pouvoirs du président de la République. Tout le monde connaît en France, les années 50 et 60, ce que le général de Gaulle pesait. Ah, c'était compliqué. Oui pour le non, c'est le référendum. Et même ses humeurs... C'était très instable. Même ses humeurs étaient soumises à des référendums. Bon, ça c'est de Gaulle. Donc on a hérité de cette disposition. Et je pense que c'est ça que le Conseil constitutionnel a mis en œuvre. Et puis le plus important qui a amené le débat, c'est que dans les dispositions, on ne précise pas que si c'est valable pour une proposition de loi ou pour un projet de loi. On peut faire œuvre de jurisprudence. C'est ça qui a créé un peu le quiproquo en disant que c'est valable pour un projet de loi, c'est valable pour une proposition de loi. Comme on dit, là où on ne distingue pas, on ne peut pas distinguer. Donc je mets dans la tête du Conseil constitutionnel. Donc on ne peut pas leur reprocher ça. Mais je pense que au-delà, je pense qu'il y a une question de fond quand même qui doit être mis à qu'est-ce qui est autour de cette révision? Expliquez-nous. Cette révision c'est pas tombé du ciel. Ah. Il y a une longue histoire. Ces dernières années, il y a eu des réunions avec Matalbo, avec le journal, toutes sortes de réunions. Et la plupart des dispositions aujourd'hui ont l'objet étaient déjà le vœu de ces instances qui avaient fait de fortes recommandations. Et n'oublions pas aussi que le président de la République bâtit toute sa campagne autour des projets principaux qui rejettent aujourd'hui. L'histoire de la caisse noire, l'histoire de la déclaration de patrimoine à la sortie, tout ça, c'est le cheval de bataille du président de la République. Mais le texte, ce n'est pas que cela, vous le savez mieux que moi. Entre autres. Mais c'est le cheval de bataille, principalement. Parce que si aussi, quand on fait une campagne, on touche les points qui intéressent principalement le grand public. Entre autres, la perte d'influence partisane, la réduction du contrôle de l'exécutif, le renforcement du Parlement. Non, mais je dis, ça élargit aussi, le texte élargit considérablement aussi les prérogatives du Premier ministre. Non. Bon, sur ce point, moi j'ai des réserves. Bon, je ne suis pas pour qu'on ait un Premier ministre qui puisse se tenailler avec... Vu notre système, nous avons un régime ramené, le président, comme on dit souvent, et la clé de voûte des institutions. Donc, on ne peut pas nommer quelqu'un, parce que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Qui ne joue pas de cette On ne peut pas nommer quelqu'un, et puis cette personne vient concurrencer. Contester. Ça aussi, quand même, c'est pas... sur vos propres pouvoirs. C'est quand même très, très, très discutable. Mais c'était dans le texte. Peut-être, ce qu'on pourrait faire,
c'est de ne pas aussi avoir un Premier ministre qui est comme un Kleenex avec le président Macky Sall. Tout d'un coup, j'ai pas besoin du Premier ministre, on change la constitution, et d'un coup, maintenant j'en ai besoin, on rechange. C'est ça aussi, il ne faut pas tomber dans ces extrêmes. Je pense qu'il faut des équilibres. Peut-être on peut trouver des formules qui font que le Premier ministre soit beaucoup plus responsable, ait beaucoup plus de pouvoir, mais pas au point quand même de pouvoir contrebalancer le pouvoir du président. Ça poserait même notre système, parce que n'oublions pas que notre système politique, c'est le président de la République, c'est l'omniprésence. On est comme un démiurge. Et l'adhésion du Conseil l'a montré, avec le soir du vote bloqué. Quand il y a un problème, c'est le président de la République qui est plus protégé, qui en tire le plus grand profit. Et comme je dis, ça c'est un état historique. Et le Conseil n'a fait qu'appliquer. On ne peut pas lui contester ça. C'est l'application. On peut pour le premier point, même chose, par rapport aux ressources. Ça, c'est un principe. Quand on fait des propositions qui amènent des ressources supplémentaires, des charges supplémentaires, il faudrait-il au moins qu'on puisse dire comment on va... Passif a-t-il manqué de clairvoyance? Ça, c'est élémentaire. C'est des choses que quand même les juristes du parti Passif... Bon, comme j'ai dit, tu sais le droit aussi. Mais ça, c'était clair déjà. Avec un regard extérieur. Bon, moi, ma formation de base... C'est juriste, hein? Vous l'avez vu? C'est ma formation de base, c'est juriste. J'ai eu mon opinion sur ça. Quand on a introduit, quand j'ai vu les arguments du président, il a évoqué l'histoire du vote bloqué. Moi, j'ai dit à ceux qui m'entouraient, ça c'est cramé. Alors, ça c'est cramé. C'est quand même imparable. On ne pouvait pas contourner ce truc. C'était imparable. Moi, j'ai dit à des amis 2 ou 3 jours avant, quand j'ai vu, bon, au départ, c'est discutable. Mais quand j'ai relu et que j'ai vu cette référence à 1960 et tout, j'ai dit, mon cher, ça c'est le jurisprudence. Ça ne va pas procéder. Si le Conseil à l'histoire, parce que comme si c'est important souvent aussi, comme je dis, pour comprendre les choses, remonter un peu parce que comme je dis, le contexte souvent permet d'éclairer beaucoup de choses. Et je pense que cette situation de 3e, 4e République, on ne vit pas la même chose, mais quand même on a les prémices, d'où un tiraillement, et ça s'explique par une situation inédite entre les alliés, l'un est le pouvoir, l'autre est l'opposition, mais toujours est-il que on fait beaucoup mais j'ai posé la question. Parmi les dispositions que le Parlement a proposées, c'était moi une seule disposition qui va à l'encontre de l'intérêt général. C'est ma façon d'apprécier les choses. C'est bien sûr. D'accord, on va revenir là. Donne-moi un seul point qui va à l'encontre de l'intérêt général. On va revenir. Au-delà du président, au-delà du Premier ministre, ce qui est primordial, c'est l'intérêt général. Très bien. Quand on prend des dispositions, mon angle d'après ces dispositions-là, à quoi ça profite? En quoi ça va améliorer la transparence? En quoi ça va améliorer la bonne gouvernance? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Très bien. Donc, tant que la question est oui, je soutiens. Quand la question est non, je soutiens. Chez Omar, si, alors, ce mécanisme du vote bloqué, les observateurs indiquent que c'est devenu finalement une arme redoutable entre les mains de l'exécutif. Ousmane Sonko ne peut plus bloquer, entre guillemets, le président de la République. En fait, l'esprit de départ, c'était d'avoir un Parlement et un exécutif qui coproduisent une révision constitutionnelle qui soit appréciée par tous. C'est le principe. Nous ne sommes pas dans ce cas. Oui, mais on n'est pas dans le cas parce que parce qu'on n'est pas dans ce cas-là parce que il y a, qu'on le veuille ou non, il y a de la politique derrière. On sait qu'il y a 2 personnalités, que ce soit le chef de l'exécutif et le chef du Parlement, qui sont en bisbille. Aujourd'hui, le président de la République a été pris de court par l'article L29, L30. Peut-être qu'il n'a pas voulu aujourd'hui prêter le flanc pour la révision constitutionnelle. Il a sorti toute la demande possible à sa disposition pour freiner le Parlement. Il a été échaudé par L29 et L30. Oui, parce que bon, ce qui arrivera de toute façon. Maintenant, aujourd'hui, nous n'oublions pas que cette révision constitutionnelle aussi était un avant-projet qui a été substitué au président et proposé aujourd'hui sous forme de proposition de loi par les parlementaires avec des amendements. Oui, on peut apprécier, la plupart viennent de l'esprit de la CNRI et tout cela, mais il faut qu'on sache, est-ce que on va dans un esprit d'équilibrer le pouvoir ou de réduire les pouvoirs du président de la République. C'est un peu le débat qui s'est plus ou moins dessiné, à savoir, je donne l'exemple de certains articles. Pour moi, certains articles n'ont pas de sens. Dire que le mariage c'est entre hommes et femmes. Mais le Sénégal a un code de famille, on n'a jamais parlé de se marier au Sénégal, j'ai jamais vu un couple à l'intégrer dans la Constitution. Alors que le code l'a déjà réglé. Pourquoi? Pour moi, c'est plus politique qu'autre chose. La question de l'homosexualité a été brandie depuis des années comme arme politique. Comme une arme politique. Voilà, ces gens-là sont contre la. Donc, pour moi, c'est des questions d'approche. Aujourd'hui, oui, on a parlé, mais d'après ce que j'ai su aussi, le président de la République n'était pas contre la déclaration de sortie. Il a dit qu'elle doit être étendue à tous. Je pense que c'est
excepté lui. Non, pas excepté lui. Je pense pas qu'il était question d'être excepté lui. Non, excepté lui. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est ça. Qui fait une déclaration à l'entrée. Parce que de toute façon, le président de la République sort. Je ne vois pas quelqu'un de plus aisé et de plus riche que le président de la République. C'est pas la caisse noire, en quelque sorte, qui fait le problème. La caisse noire n'est pas un problème pour s'enrichir, pour moi, à mon niveau. La caisse noire, ce que moi j'ai été dit, caisse noire, on parle plus de caisse, on parle plus de, comment on appelle, fonds spéciaux qu'autre chose. Fonds spéciaux là sont trimestriellement alloués. Bon, c'est juste contrôler la la gestion de cette caisse là. Mais pourquoi attendre à la sortie? Tu as été le Premier ministre pendant 2 ans, tu as bénéficié d'une caisse noire pendant 2 ans, attendre à la fin de la sortie pour en faire un cheval de bataille. Pour moi aussi, il y a l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'une fois qu'il était à l'Assemblée nationale, on lui a posé la question là sur cette caisse là. Il avait une réaction ambivalente. Donc, pour moi, il est plus bénéfique pour l'exécutif et le législatif d'avoir une coproduction sur la révision. Arriver à un consensus fort de dire voici les révisions qu'on propose et voici ce que... Parce que, bon, il y a eu le dialogue ici quand le président de la République il a eu le dialogue n'a pas produit plus que les assises nationales. Le dialogue n'a pas produit plus que la CNI l'a produit. C'est des choses qui aujourd'hui demandent juste une mise en œuvre, mais une mise en œuvre cohérente et une mise en œuvre aussi qui soit assez consensuelle. Aujourd'hui, on a perdu presque 2 mois autour de ce sujet-là. C'est du diapal bailli. Bon, ça va passer, ça ne va pas passer. L'Assemblée nationale prérogative. L'Assemblée nationale doit avoir ses prérogatives de contrôle. L'État, de toute façon, est de l'exécutif. Quoi qu'on dise, hein, même si on n'est pas avec eux aujourd'hui au pouvoir, pendant ces 2 années, on a vu quand même des avancées à l'Assemblée nationale. On a vu le Premier ministre venir souvent à l'Assemblée nationale. On a vu aujourd'hui les ministres qui ont été interrogés une seconde fois sur l'exécution budgétaire, des rapports sortis de là-bas. Il y a des avancées. Donc pour moi, il aurait suffi 2 personnes qu'on a jugées qui sont des jumeaux, que 2 personnes que quelqu'un a désignées, qui a dit qu'il le connaît et qu'il a confiance en lui. Le travail nécessaire. Aujourd'hui, à mi-mandat, pour moi, on est en train de perdre beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. Oui, il y a aussi les conséquences économiques parce qu'aujourd'hui... On va y arriver. Mais pour le moment, en tout cas, on voit que cette bataille-là, elle fait rage au sein de la majorité, on dira comme ça, Ousmane Sonko, Diomaye Faye. À quoi faut-il s'attendre? Quel scénario possible? Shutdown ou référendum ou encore dissolution dans les prochains jours? Les prérogatives du président de la République, comme on le sait, il l'a dit, c'est la clé de voûte des institutions. Il a beaucoup d'outils. Hein. Quand il est là, on ne juge pas utile qu'il le prenne. L'Assemblée nationale peut juger pour des questions politiques de faire la censure de l'Assemblée, mais le lendemain, le président de la République va reconduire son gouvernement. Est-ce que les parlementaires vont aller jusqu'à ne pas voter le budget budget. Vous savez que l'histoire est un peu quand même paradoxale et inédite. Hein, l'histoire, elle est têtue, l'histoire. Vous savez, il n'y a même pas 2 ans, le Premier ministre demandait à ce que l'on change le Parlement, parce que forcément, si le Parlement-là ne va pas accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre, et même il doutait que le Parlement allait voter le budget, et qu'ils allaient bloquer le budget du président de la République. Aujourd'hui, c'est la situation. Le Parlement qui était tenu par l'ancien régime. L'ancien régime. On revient maintenant à une situation où des gens sont ensemble, dans un groupe, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, qu'il y a la majorité qui s'oppose de manière, avec le terme, une opposition douce, une cohabitation douce. Au début, en tout cas, Ousmane Sonko a parlé de cohabitation douce, mais là, on sent que c'est plus ou moins là. Bon, difficile. On en tire pour moi. Elle n'est pas encore aussi difficile que ça, mais elle met à l'épreuve les deux institutions. Bon, mais jusqu'à présent, c'est l'armada juridique qui est en train d'être... Qui continue. J'ai mes prérogatives, je les ai utilisées. Maintenant, le Conseil constitutionnel a ses prérogatives, il les a utilisées, c'est l'arbitre. Le président a ses prérogatives, il l'a utilisé. Maintenant, jusqu'à décembre, on va voir. En fonction de ses compétences. C'est la loi. Le problème, je pense que ça a été amplifié. Qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois, soit du politique du Sénégal, on a vu un parlement qui n'était pas à la solde. Le président ne contrôlait pas le Parlement. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir le Parlement c'est pleinement responsable. C'est toujours le président qui était le guide. Et n'oublions pas aussi, si on a parlé de séparation des pouvoirs dans l'esprit des lois et autres, là même encore ça a été très discuté. Qu'est-ce que ce n'a pas de séparation des pouvoirs? Le concept a été très discuté. Mais si on voit dans la lignée dans l'esprit des lois, si on a dit le pouvoir, arrête le pouvoir. C'est ça l'esprit. Mais on a toujours eu des passerelles. Voilà, passerelles, comme je dis, de collaboration avec des mécanismes constitutionnels. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau? On a vu un Parlement qui essaie. C'est vrai que
C'est toujours le contexte qui explique la situation. Absolument. D'autres contextes, on n'aurait pas connu. Mais comme je dis, on peut interpréter qu'à la Contexte base de dualité, du contexte contextualisé. Donc on a vu un Parlement, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire au Parlement faire des choses qui ne sont pas dans les prérogatives. Donc jusqu'à présent, que ce soit bonne ou mauvaise initiative, le Parlement a travaillé dans le champ de ses compétences. Jamais sorti de là. Donc pour une fois maintenant, il y a cette opposition-là. C'est nouveau aussi pour la plupart des Sénégalais, nous Sénégalais. C'est nouveau qu'il y ait un Parlement qui s'enchoque avec un pouvoir exécutif. C'est nouveau. Et tout ça, ça amplifie le phénomène. Il y a même des gens qui ont parlé abusivement de crise institutionnelle. Et je pense que c'est une aberration. Le Conseil constitutionnel joue pleinement son rôle. Et il n'y a aucun signal, à mon avis, qui permet de dire que oui, on est en crise institutionnelle. Jusqu'à présent, jusqu'à ce jour-là, je pense que chaque institution joue son rôle, chaque institution use de ses armes, ce que la loi, ce que la Constitution lui permet. Et maintenant, en mois de crise, on a un juge. Ce n'est pas pour rien qu'on a un juge constitutionnel pour établir les choses. Tu as raison. Et comme l'a dit, je pense que j'ai entendu la déclaration de M. Ousmane Sonko. Quand le conseil décide, il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a qu'une consulte appliquée. Et juste que les gens sont étonnés aussi, peut-être, à la tonalité de son... Non, c'est aussi une décision de justice. Non, c'est que là aussi, il faut faire attention. Comme j'ai dit, c'est-à-dire que souvent, on a trop tendance à personnaliser les choses. Parce que aussi, comme je dis, son parcours l'a montré. Aujourd'hui, Ousmane Sonko joue quel rôle? Il joue pour la plupart pour ce qu'on appelle opposition et d'autres couches là. Ousmane Sonko est dans une position de totem expiatoire. Vous connaissez bien l'histoire de bouc émissaire. Ah oui, en quoi expliquez-nous? Le bouc émissaire, l'histoire du bouc émissaire dans le peuple juif. Dans le peuple juif, comme aujourd'hui, quand il y a un problème, il faut trouver quelque chose. En France, quand il y a le chômage, on dit c'est les immigrés. Au Sénégal, à un moment donné, il y a des gens même qui ont brandi l'histoire c'est les Guinéens. Donc on a tendance à trouver chaque fois, soit du mal à comprendre, soit du mal à accepter, on trouve toujours un coupable. En termes clairs, vous voulez dire que Diomaye cherche à se défausser sur Ousmane Sonko. Et là, j'en viens. Et dans l'histoire juive, comme je disais, toutes les années, il y avait ce qu'on appelle une journée expiatoire. On amenait un bouc sur la place publique. Et tout le monde se ruait pour jeter ses mots sur le bouc. Chacun de ce qui lui faisait mal. Et à la fin de la cérémonie, on envoyait le bouc. Et on disait que voilà, maintenant le bouc a amené toutes nos préoccupations. Donc il fallait un support pour que les gens s'espient le rancœur, le colère. Le bouc a été le prétexte. Et Ousmane Sonko joue son rôle. En fait, on lui fait ça. C'est pas lui qui le joue. On lui fait jouer ça. C'est-à-dire que, quand même, des fois aussi, il faut accepter d'être juste. Il ne faut pas qu'on aille vers la personnification des choses. Juste pour la classe. Bon, si on parle de conflit, c'est pas Ousmane Sonko qui est en conflit, c'est le Parlement. Ousmane Sonko est le président de l'incarnation, oui, mais c'est pas Ousmane Sonko qui est en conflit, c'est le Parlement. Et si on peut appeler conflit, je dis que c'est déraille. Pourquoi on dit Ousmane Sonko? C'est pas Ousmane Sonko, c'est le Parlement. C'est-à-dire qu'aussi, les médias aussi ont un rôle important dans la construction de préjugés que les gens s'approprient. Parce que quand on présente les choses, les gens l'entendent comme ça, et à force de répéter, les gens l'intériorisent. Donc si on dit, oui, Ousmane Sonko s'est opposé, Ousmane Sonko s'est pas opposé. Le Parlement qui s'est opposé. Le Parlement, pas Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, ce n'est que le président du Parlement. Donc il faut aussi qu'on arrive à bien poser les problèmes, ne pas trop les personnaliser. Moi je pense qu'il faut qu'on raisonne à terme. Chaque institution est incarnée par quelqu'un. Mais contrairement au Parlement, l'exécutif, c'est l'incarnation d'une personne. Et pour preuve, quand on parle de l'institution, ce n'est pas la présidence. L'institution, c'est le président de la République. Par contre, le Parlement, l'institution, ce n'est pas le président. L'institution, c'est l'instance. Et ça veut tout dire. Et parce que là, c'est incarné par une personne. C'est le président de la République qui est l'institution. Alors maintenant, si on parle du Parlement, c'est le Parlement en tant que tel qui est l'institution. Ce n'est pas le président. Donc, c'est pour moi, il faut qu'on raisonne en termes... parce que si on raisonne en termes de personnes, il y a beaucoup de subtilités. Et c'est à ce titre que Simone Veil parle de la femme politique, mais la femme philosophe, qui disait de l'inutilité des partis politiques. Et aussi, il disait que parce que les partis politiques, c'est ça. Les partis politiques sont dans des temps. Si moi, je suis de tel parti, on n'évoque pas à voir qui a raison, qui a tort. C'est mon leader qui a raison. Automatiquement. Parce qu'elle disait que quand on est dans un parti politique, on a une liberté individuelle, on a une honnêteté, mais souvent qui est mise à défaut par la loi. Très bien. Je peux savoir que mon parti mais je ne vais jamais hurler. Aux Républiques, mon parti a toujours raison. Et ici, au Sénégal, malheureusement, les partis sont incarnés par des personnes. Donc, tous les gens qui sont avec cette personne-là, vu que le débat est personnalisé, très polarisé, les gens, et ça fait naître
Mais si on est en termes d'institution, je pense qu'il y aurait moins de passion. Alors, cher Marcy, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, chacun joue sa partition. Non, le Parlement et le président. Très bien. Chacun joue sur son registre. Devant ses cartes, on le voit passer. Et le président aussi est en train de bâtir son parti politique. Alors, dites-moi, finalement, on a vu aussi un phénomène des cadres qui rallient le président de la République. Comment Ousmane Sonko continue de conserver l'essentiel de sa base militante. Votre observation sur ce qui est en train mais je serais quand même assez relatif par rapport avec. Oui. Écoutez, on a une histoire quand même. Je suis d'accord que ce sont des institutions. Moi, je reste sur des faits. Il y a eu un Ousmane Sonko qui a été Premier ministre, qui a carrément dit que le président de la République n'a pas d'autorité. C'est inédit dans l'histoire politique. Si c'était une institution, il parle de président, ou lui-même qui est Premier ministre, qui dit que le président n'a pas d'autorité. C'est pas l'opposition qui a créé ces problèmes-là. Personne ne l'a personnifié. C'est une personne qui s'est attaquée à quelqu'un qui l'a accompagné. Ils ont eu des différends internes, des différends qui ont poussé au limogeage du Premier ministre, qui a été après à l'Assemblée nationale. On se rappelle jusqu'à El Malick Ndiaye, mais c'était avec l'exécutif, c'était en parfaite harmonie. Ils étaient en parfaite harmonie. C'est aujourd'hui que le langage a évolué, que nous, on va jouer pleinement nos prérogatives. C'est comme si l'Assemblée nationale ne jouait pas ses prérogatives. C'est la réalité. C'est ce qu'il avait dit. C'est ça l'idée. Ça veut dire que depuis 1 an et demi que El Malick est à l'Assemblée nationale ne jouait pas ses prérogatives. Pourtant, il est venu en tant que Premier ministre là-bas. Il a parlé au peuple sénégalais là-bas. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est inédit, mais je cherche dans un pays forcément le président de la République dirige sans qu'il ait une majorité qui l'accompagne. Je cherche. Je ne vois pas. C'est vrai que moi, c'est pas... Peut-être relativement en France. Non, mais c'est même minime. Parce que, voilà, mais ça veut dire... Macron n'a pas la majorité. Moi, l'analyse, je vais plus fond. Je ne personnalise pas. Mais comment le pays va avancer dans cet état d'esprit? Comme il vient de le dire, oui, ils ont lancé leur carte de membres, ils sont focalisés sur la mobilité. C'est normal. C'est une vie politique d'un président de la République qui, avant, voulait être au-dessus de la mêlée, qui s'est retrouvé plus ou moins dans une situation... Dans la mêlée. Dans la mêlée. Il est dans la mêlée. Maintenant, il est dans la mêlée parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas de chaise pour s'asseoir de manière solide et qu'il a besoin d'être accompagné parce que les gens avec qui il était allé au pouvoir sont en train de le lâcher. Donc le Sénégal est en train de vivre 5 années, qui va vivre 5 années où l'économie ne parle pas. Et les silencieuses, et même, je viens de lire hier qu'il y a plus de 800 entreprises qui ont fermé. C'est plus de combien d'emplois qui partent à l'air. Le BTP, combien de fois le CNP est sorti, la CNES est sortie pour sonner l'alerte de l'économie. On voit que le Premier ministre dit qu'on va relancer. C'est encore la faute à Sonko. Non, c'est pas une question. Non, il ne faut pas amener la faute à Sonko. Mais quand même, il y a quoi quand il a été Premier ministre, Non, c'est pas une question de bouc émissaire. Non, c'est pas une bouc émissaire. Non. Mais c'est lui qui quand même avait fait arrêter les chantiers. Fait arrêter les chantiers en tant que Premier ministre. Les chantiers du BTP. Et dans quel cadre? Oui, mais d'accord, mais il faut voir le cadre. c'est pas une question. Il n'a pas arrêté parce qu'il s'est réveillé en envie d'arrêter. Il faut voir les motivations. Oui, mais d'accord, les motivations sont là 2 ans après. Moi, vous savez, c'est pas une question de bouc émissaire. Moi, je prends les décisions parce que c'est un couple qui est venu nous vendre. Moi, c'est pas Diomaye, c'est pas Sonko. On nous a vendu un projet. On est venu, on nous a dit que le BTP, il y a ça et ça et ça. Nous, on a dit, écoute, si le BTP a un problème, qui donne les papiers des BTP, c'est l'État. C'est pas Cheikh Omar qui se lève, qui va se couper un périmètre. Ousmane Sonko, comme vous dites, ou Diomaye Bassirou Diomaye Faye, comme on dit, ils sont de ce domaine-là, des impôts et domaines. Mais à quel moment tout ça s'est passé sous leurs yeux? Ils étaient en train de contrôler. Moi, j'ai toujours décrié la mainmise de la direction des générales des impôts et domaines qui crée vraiment une corruption sur les questions foncières. Et ça, c'est depuis Wade avec le domaine public maritime. Moi, je veux qu'on aille au-dessus des personnes, au-delà de ces questions-là. C'est pas une question de bouc émissaire. Maintenant, aujourd'hui, si vous décidez qu'il y a une tête cachée, vous revenez après vous dire que vous n'aviez pas tous les leviers. Il ne parle pas de la cachée, il parlait de la odieuse, c'est différent. Oui, non, mais même la odieuse. Je veux savoir, je veux savoir, c'est des termes qu'on utilise. Quelle est la dette odieuse? Moi, j'ai dit, quand on a parlé de dette cachée, j'ai dit, il y a des gens qui sont venus et qui sont élus légitimement avec 54%. Ça, il n'y a pas de contestation. Ils ont trouvé 1,8 milliard sur la table de la Banque mondiale. La logique aurait voulu. Vous avez tous ces leviers-là. Prenez une commission d'enquête indépendante sur la dette. Ce qu'ils demandent maintenant de faire. Mais 2 ans après, qu'est-ce qu'on va faire? Les dés sont déjà pipés.
Il y a la dette, il n'y a pas de la dette, il y a légitimement, on peut se poser des questions. Mais que l'on puisse aller au travail, ne pas personnaliser le débat. Aujourd'hui, on se retrouve où? À une situation où le Sénégal est en train de payer plus en termes de service de la dette, au même titre que cette fameuse dette cachée qu'on parle, et qu'aujourd'hui encore on revient, et je l'avais dit il y a moins d'1 an, que la banque, le Fonds monétaire national va nous faire danser la salle. Aujourd'hui, ils deviennent pour nous demander encore de faire Benen Audit. Mais où est le rapport on n'a pas accès au rapport Mazars. Pourquoi on n'a pas jusqu'à présent accès au rapport Mazars? Ça, c'est pas de personnaliser les débats. Demander légitimement qu'on nous mette sur la table le rapport Mazars pour qu'on ait une idée effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Pas personnaliser rien du tout, à mon avis. Alors, sur la recomposition, en tout cas, du paysage politique, on voit qu'aujourd'hui, les deux têtes de l'exécutif, chacun, on ne dira pas tête de l'exécutif, Ousmane Sonko est à l'Assemblée désormais. On voit qu'en tout cas, les deux institutions, beaucoup pensent que ça va s'affronter, mais pour le moment, on voit qu'ils ne s'entendent pas trop, chacun gère ses affaires. On y gagne, en réalité, on y gagne quoi? Un président maintenant qui 2 ans après veut créer un parti politique. On y gagne quoi? On va avoir des ralliements de droite à gauche. Ça a commencé. Oui, on y gagne quoi? C'est ça le problème. Moi, j'aurais envie que mon pays avance. J'aurais envie que l'économie avance. J'aurais envie que les gens qui aujourd'hui sont dans une situation précaire sortent, que l'agriculture puisse se développer, qu'on parle de chaîne de valeur industrielle. On a du pétrole, du gaz, on a des opportunités. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer, la Guinée est en train d'avancer. Nous, on est en train de gérer des situations de dire, mais comment on peut expliquer 2 ans après qu'un président de la République crée un parti politique au moment où il y a une... Comment on peut s'expliquer cela? Or, et chacun a besoin d'un appareil oui, pour pouvoir gouverner. C'est un appareil qui l'a amené au pouvoir. Mais qui ne l'accompagne plus désormais. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, comme il dit qu'il vient de dire, c'est tellement inédit qu'à un moment, tu as juste besoin de prendre ton café et t'asseoir sur le... ton Wolof. Oui, ton père de Wolof, t'asseoir. Parce qu'après, s'il crée son parti politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons être dans une posture politicienne pour des mois encore, je dis des années, et un mandat qui sera perdu autour de ça. Mais après, qu'est-ce qu'on y gagne? On n'y gagne pas grand-chose. Je pense que moi, fondamentalement, des gens qui ont mené un combat ensemble, qui ont jugé utile de transformer le pays, qui ont, je dis que le projet, je ne l'ai pas encore vu, mais qui ont partagé un projet, qu'ils aillent ensemble sur le travail essentiel qui nous attend. Aujourd'hui, c'est ça un peu le vrai débat. Comment faire que notre économie reprenne? Mais si aujourd'hui, le président ouvre les vannes, crée son parti. Après, c'est des tournées à tout va, à n'en plus finir. Après, passer va aussi. Légitimement, se tourner. Après, tous les partis politiques vont te mettre en branle. Vous avez, alors, imaginons après aussi la dissolution de l'Assemblée nationale si elle a lieu. Ça va encore repartir jusqu'au mi-2027. L'installation de nouveaux députés. L'année 2027 est partie. Qu'est-ce que l'économie du Sénégal gagne donc? J'aurais souhaité, pour des gens qui sont arrivés à ce stade, avoir des réalisations concrètes. Parce que c'est beaucoup d'espoir. Énormément d'espoir qui ont accompagné ce processus. Et ça, les gens se sont donnés à fond. Alors, Omar Seck Ndiaye, d'aucuns disent, si Diomaye a choisi de partir, c'est parce que on n'a pas fait la place, on ne lui a pas fait la place au CNPASTEF. C'est-à-dire? On ne lui a pas permis de gouverner dans la paix. Non. Je pense que moi, bon, je regarde. Il faut voir, quand il y a un problème, on écoute les deux parties et on observe. Aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, ce que j'ai observé, c'est que, en tant que citoyen, si on vote pour quelqu'un, c'est qu'il y a des propositions intéressantes qu'il nous a vendues. Et on a vu que, une fois que le président Diomaye, on a tardé à voir ces propositions. Et ces propositions-là, comme j'ai dit, un parti, Diomaye, il n'est pas venu à la tête de l'État, ici ni là. Il a été accompagné par un parti. Les propositions, c'était principalement Ousmane Sonko et les projets. Non. Ça aussi, il ne faut pas tomber dans les carcasses. Et ça, c'est un raccourci. C'est pas Sonko, c'est un raccourci. Ça c'est entre le rapport et les Sénégalais. Les Sénégalais, il y a des propos. Oui, on va... Les Sénégalais ne connaissaient pas trop. Mais justement, c'est le passé qu'il a vendu. Et avec Laurent de Sonko, parce que sans Laurent de Sonko, Diomaye n'existerait pas. Mais le problème qui se pose ici, c'est qu'on ne l'a pas accompagné. Non, il ne faut pas dire qu'on ne l'a pas accompagné. C'est question de voir le verre à moitié vide, on choisit de voir ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'a pas été... Pourquoi il n'a pas accompagné? Et si moi, on travaille sur la base d'un pacte, et que je me rends compte qu'à l'œuvre, je ne me pas à exécuter, moi je Quel pacte? Le pacte, c'est la mettre en œuvre, les propositions qui ont été faites. Et toutes ces propositions-là, on dit que dalle. On a vu dès son élection du président Diomaye, on va faire encore dialogue national, je ne sais pas combien on en ferait. Toutes les résolutions-là, c'est où? C'est au placard. On n'invente pas l'histoire. Les gens ont réfléchi des années avant eux. On n'a pas besoin d'inventer la roue, tu vois. Donc,
il y a des promotions qui étaient là. Et il y a des attentes aussi des Sénégalais. Moi, je me suis positionné de Diomaye. En tant que Sénégalais, qu'est-ce qu'on attend? Attendez quand même, c'est un homme de promesses. Et on se rend compte que, moi, ce que j'ai entendu, le Diomaye que j'entendais, candidat, c'est pas le Diomaye que j'entends président. Aujourd'hui, il est revenu sur toutes ces déclarations que je m'amusais ces 3 jours-là, comme je l'ai dit, à faire du VAR. Lui-même, il disait que oui, moi, en tant que président, je me vois mal utiliser mon décret pour faire tomber quelqu'un, ça veut dire que c'est mauvais. Je me vois mal en tant que président de la République. Il y a tellement de trucs aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces engagements-là, il faut pas, un chat, il faut l'appeler un chat. Donc, moi, je dirais, si le mot n'est pas Diomaye, le président Diomaye, excusez-moi, a régné ses engagements. Parce que, comme j'ai dit, les engagements, ce n'est pas ses idées personnelles. On lui avait donné des idées à faire. Et c'est ça qu'il a claironné partout pendant la campagne. Maintenant, une fois au pouvoir, les gens s'attendent à ce que ça soit mis en exécution. Mais concrètement aujourd'hui, je vois, il y a un Diomaye pile, il y a un Diomaye face. Mais en même temps, les détracteurs de Ousmane Sonko, si vous les écoutiez, vous les avez entendus sur nos antennes, eux-mêmes disent que quelque part, on a trahi le projet. Qui a trahi le projet? Ousmane Sonko lui-même a trahi le projet, ça c'est un. Ousmane n'est pas président, comment il a trahi le projet? Il a trahi le projet en influençant négativement comment? Non, ça c'est quand même... Un projet messianique aussi, on a entendu les arguments et autres. Je comprends les arguments et autres, on a entendu. Je comprends que tu as des missions, tu as des contrats, des fausses pistes, mais toi... Non, mais on a entendu mais je sais quand même, ce qui est étonnant, vous êtes en train de... Non, je n'ai pas fini. Non, attendez, mais c'est un couple qui est venu. Non, mais ça que j'ai dit, s'il y a un couple, pourquoi le couple a éclaté? Oui, s'il y a couple, pourquoi couple a éclaté? Non, mais essayons de comprendre aussi. Moi, c'est ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, ils nous ont vendu ensemble, par exemple. Je dis quelque chose de simple. Oui, mais c'est ce que je dis. Et c'est la liberté. Parce que pour tout à l'heure, je vous entendais dire... J'ai la liberté d'avoir mes convictions. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas parole de débat. J'ai dit, moi, ce que j'ai vu, oui. Je suis là, j'étais pas à l'Antarctique, j'étais pas à New Brunswick, j'étais pas au Katanga, j'étais à Dakar. J'ai vu les deux personnes s'acheminer. Vous avez entendu Aguimosso qui a été au cœur des élections, des investitures qu'on connaît, une identité quand même remarquable à passer, fait d'autres aussi, dire que Ousmane Sonko a vendu le projet. Mais c'est normal. Ouais. C'est à la guerre comme à la guerre. Qui va la personnalisation à outrance du projet. Non, c'est pas... Même Diomaye, on l'a entendu dire ça aussi. Non. Personnalisation à aujourd'hui. Personne de parallèle. Tout ce qui reprochait à Sonko, c'est en train de faire. On est en train de personnaliser le pouvoir. Coalition Diomaye, machin Diomaye. Et comme j'ai dit, il faut remonter à la... quand il y a un problème, il faut remonter à la source. Essayer de comprendre comment ça a évolué. Le projet, comme j'ai dit, ils ont été élus sur une base. Comme j'aime bien, il a raison. On a eu beaucoup d'espoir. Oui, pour une fois, on ne va plus être dans la politique policière. On dit, pour une fois, le pays va décoller. Pour une fois, on va entrer les démons du passé. Tout le monde croit à ça. Et comme on dit, en compte que Ousmane Sonko, comme je dis, ça revient à tout ce que je disais, c'est normal, c'est le totem expiatoire. C'est normal. Et ça, tu es en train de interpréter à l'exercice. Non, je parle à... Non, mais c'est pas le totem, c'est pas le totem expiatoire. Je parle à Alimou. Mais il y a une réalité aussi. Non, la réalité, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est tout à fait... Je vous laisse terminer parce que je pourrais donner un avis sur ça. Qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est ma réalité. Pourquoi c'est ma réalité? C'est une question de perception. Pour dire les faits. Chacun étudie les faits selon un background déterminé. Les faits en soi. Si on voit un fait, le contexte du fait, et le historique, ça signifie. Et c'est une personne qui donne du sens aux faits. C'est une question de perception. Il n'y a pas de fait objectif en tant que tel. Il n'y a pas de fait subjectif. Concluez sur ce point. Voilà, c'est ce que je dis. C'est que c'est une question de perception. Et comme je dis aujourd'hui, tous les gens qui disent que Sonko a trahi le projet, les hommes types que c'est la dame, efface immédiatement un post sur Facebook où il disait que Sonko le projet, on doit le protéger. Et puis après son émission, elle barre cette partie-là. Tu vois, ça veut dire que c'est la majorité de ce que les infos. Donc il faut essayer un coupable. Quand on est ensemble, c'est bien. Maintenant, on n'est plus ensemble, c'est normal de s'accuser. T'as de mots comme on dit. Et c'est ça qui vient de se passer. Tous les gens là qui disent que Sonko qui fait ci, qui fait ça. Mais ce sont ces gens-là qui l'ont traité. Aujourd'hui, Sonko ne s'est pas levé pour dire je dois être tout puissant. C'est des concours de circonstances. Il parlait de guide. C'est des concours de circonstances. On l'a entendu dire que j'accepte. Non, il a dit j'accepte enfin. J'ai le temps dans le viseur. Et ça aussi, comme j'ai dit, parce que l'on est inscrit dans un contexte. Et comme j'ai dit, dans toute chose, et c'est pourquoi je disais que d'être
je ne revendique pas d'avoir raison, mais je revendique d'avoir ma perception des choses. Et tout est question de perception. On peut voir sur le même fait, on peut avoir les mêmes perceptions. Sur ce point, cher Omar? Non, je sais que je n'ai pas beaucoup vu ici quand on sait. Heureusement qu'il a dit que ce sont des perceptions. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu peux reprocher à Diomaye, tu peux le reprocher à d'autres. C'est pas une question de quelqu'un sur lequel les gens veulent taper. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je dis, des gens se sont battus de 2021 à 2024 sur un projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais. Ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont dit qu'ils vont changer l'économie du pays en 2 mois. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est eux qui ont pris cet engagement-là. C'est Diomaye qui s'est mis devant. Victime expiatoire? Non. Je veux dire, si on veut faire de lui bon, de toute façon, le rôle qui lui chie le plus, c'est d'être toujours. Tout le monde est imparfait, sauf lui. On l'accepte. C'est la perception comme il dit. Mais comme je dis, mais quand vous arrivez au pouvoir et que le président de la République vous dit lorgnez mon fauteuil. J'ai jamais vu un président de la République dire à un premier ministre je lui laisse même lorgner mon fauteuil pour qu'il devienne président de la République. C'était l'esprit de dire moi, parce que tamit comme on dit en Wolof, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que le président de la République a dit. Qu'est-ce qui s'est passé après? On va voir. On est allé jusqu'à ce que laisser le premier ministre lui-même choisir son ministre de l'Intérieur, son ministre de la Justice. On a vu le Premier ministre s'attaquer sur des propres dossiers qui le concernant en tant que Premier ministre. Il y a cela quand même qui On a entendu Mimi Touré dans une de ses conférences relever. Le président a laissé faire le Premier ministre durant 2 ans. On s'est rendu compte de ses carences. Bon, on l'a dégagé. Oui. Ça vaut, hein. Oui, maintenant, moi je parle de ce que je constate. Donc, comment va-t-on évaluer les 2 ans du Premier ministre qui sort et qui agit après comme si lui, il n'a jamais été dans le gouvernement? C'est paradoxal. Quand le presse qu'il a amené sur la table, il dit que c'est mon presse. Il a convié tout le monde en terre. Programme de redressement. Et jusqu'à présent, j'ai attiré l'attention du... Non, attendez, je vous laisse la perception. Moi, je reste sur ce que je constate. Non, je suis d'accord sur le point. Mais vous amenez les gens au King Fahd, vous leur vendez un programme de redressement économique et social. Et je dis, monsieur Seck, je le dis et je défie quiconque, il n'y a pas de document officiel presse jusqu'à présent. Il y a un document PowerPoint. Ça n'est jamais passé à l'Assemblée nationale qu'on valide parce qu'on prend nos sous. Aujourd'hui, si vous allez à la station de service, on ne vous prend pas 100 francs, on ne vous prend pas 200, on ne vous prend pas 300. Sur quelle base légale? Aujourd'hui, 2 ans après, on constate que le prêt n'a pas atteint les objectifs. Au contraire, ça a impacté sur l'économie. Moi, je ne veux pas parler de monsieur Sonko, je veux parler des mesures économiques et sociales dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. Qu'ils se crêpent le chignon entre eux, c'est le problème. Si Diomaye s'est renié lui-même, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Comme je viens de le dire, 2 ans après, vous créez un parti politique. Ça ne fait que retarder le pays. L'essentiel pour moi, ce n'est pas de dire on va taper sur Ousmane Sonko ou de taper sur Diomaye. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, dans le propre parti, les gens qui ont voué Ousmane à être le gardien du projet de la révolution ou tout cela, après quelques mois, ils se sont rendus compte pour peut-être des cautions de je veux préserver mon fauteuil et ma sinécure. Voilà. Mais monsieur Seck, dis-moi aussi, vous êtes quand même très au fait de beaucoup de choses dans ce pays. Vous avez duré. Exceptionnellement, c'est la première fois qu'on voit 10 ministres qui sont conseillers spéciaux. Donc, c'est inédit pour des gens qui ont parlé de rationalisation de l'économie, de l'État. Vous parlez des dernières nominations à l'Assemblée nationale, de proches d'Ousmane Sonko, après avoir été limogés, qui ont fini par aller à l'Assemblée. Le cabinet pendant 6 mois, au lieu de prendre l'argent pendant les 6 mois, le président de l'Assemblée nationale. les ongles, et prendre conseil, ils vont travailler bénévolement. Alors, pourquoi ne pas juste prendre les députés qui sont là-bas qu'on va payer 6 mois. Les députés qui avaient été remplacés et voir ce que El Malik a signé. Non, pourquoi ces députés-là ne sont pas restés? Parce que eux aussi, on va les payer 6 mois. Les députés-là, qui sont partis là, qui avaient remplacé Amadou Ba, c'est voilà, ils l'ont. C'est El Malik là. Ça n'existait pas avant j'étais député. Ça n'existait avant. Ça c'est nouveau. El Malik l'a instauré en demandant même que le passeport diplomatique soit conservé jusqu'à la fin. Vous voyez donc le paradoxe. Alors, si vous allez chercher 10, conserver les députés qui sont sur place, l'idée de le faire qu'ils ne travaillent bénévolement, alors pourquoi pas les députés qui sont là-bas ne restent pas pour forcer d'autant plus que sont députés et qu'ils connaissent la matière. Bon, on peut vraiment, comme il dit, pourquoi Ousmane Sonko a-t-il jugé nécessaire de recycler ces ministres qui ont été limogés par le gouvernement bis, ou c'est parce que peut-être il veut les garder, qu'ils n'aillent pas de l'autre côté, c'est ça? Je l'ai taquiné en parlant d'emploi fictif, quand Mitterrand parlait d'emploi fictif. Moi, je suis étonné.
Voilà. Oui, Ousmane Sonko a quitté la primature, il s'est retrouvé dans un fauteuil plus doré à l'Assemblée nationale et sécurisé avec son truc. Il y a eu un problème de morale en se disant, bon, là, je ne vais pas les laisser vadrouiller, je vais venir les amener autour de moi. Même pas moi qui ai fait l'Assemblée nationale, je ne vois pas où ces 10 ministres-là vont trouver tous ces bureaux-là. Tous ces conseillers spéciaux-là, ils vont le conseiller en quoi? Le cabinet même du premier ministre de l'Assemblée nationale est déjà étoffé. Le cabinet. Il y a une administration dédiée aussi. Il y a une administration parlementaire qu'il ne faut pas oublier. Et on demande même à El Malik de garder son directeur de cabinet. Comme depuis quand un premier vice-président a un directeur de cabinet? Moi, je parle, vous savez pourquoi j'ai cette approche-là? Parce que je veux que les gens soient conscients par rapport à ce qu'ils ont. On va réduire le train de vie de l'État. On n'est pas dans la partisanerie. Depuis l'élection, on dit on va faire des appels à candidature. On va se rendre compte que, bon, le directeur du port, il est de passif. Le CDC, il est de truc. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est moi, à 2 ans après, ce que je demande, c'est comment corriger tout ça pour qu'on aille vers quelque chose de positif. Alors, ce n'est pas la personnalité de Ousmane qui importe, ce n'est pas la personnalité de Diomaye qui importe, parce qu'à la fin de la journée, les Sénégalais, ce qu'ils attendent, le vendeur de Gerte Tchaf, conducteur de taxi, tout le monde, et même le monde des affaires, c'est que le pays marche. Alors, Ousmane Seck Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale a officialisé la composition de son cabinet composé de plus de 10 conseillers spéciaux, issus pour la plupart de ses anciens, en tout cas, ministres, équipe dirigée par Marie-Rose Faye, directrice de cabinet du président de l'Assemblée, entre autres, identité remarquable, Daouda Ngom, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, il y a Hadi Diengay, ancien ministre des Sports, administrateur de la communication, Maïmouna Dieye, entre autres, Sidi Alpha Ndiaye, conseiller juridique du chef de l'État. Comment comprendre ça? De quoi on parle de gouvernement bis? Vous dites gouvernement bis. Comment on parle de parallèle? On ne peut pas parler de gouvernement parallèle, parce que quand même, tout ça, ça se fait dans le cadre d'une institution. On ne peut pas parler de gouvernement. Le gouvernement parallèle, ça ne peut pas être dans le cadre du Parlement. Peut-être s'il avait créé, disons, comme les Anglais, j'ai créé mon shadow cabinet. Là, on pourrait parler de gouvernement bis, mais il n'a pas créé un shadow cabinet, quand même, comme les anglophones. En tout cas, c'est pareil. Un shadow cabinet, il n'est pas dans le cadre parlementaire, quand même. Un shadow cabinet, il n'est pas dans le cadre parlementaire. Quand même, c'est ça que je dis. Donc, tu vois, voilà, c'est ça, le grand problème, c'est ça. Et comme j'ai dit, je parle dans mon entente, je parle dans le secret des dieux. Mais comment vous le comprenez? Je dis les choses, comment la version que j'ai entendue. Je vais préciser, la version n'est pas si elle est originale ou pas, authentique ou pas. L'explication que j'ai entendue. Il les aurait pris. Tu as vu mon conditionnel? Il les aurait pris, comme il n'a pas répondu. Il les aurait pris parce qu'ils ont travaillé, ils ont été payés encore pendant ça. Donc, au lieu de tourner les pouces, ils préfèrent. Après les libérer 6 mois après? Mais j'imagine. Parce que la plupart, c'est pas des chômeurs. C'est pas des chômeurs. C'est des gens qui ont des fonctionnaires qui vont facilement. Pour l'essentiel, c'est pas des gens qui peuvent regagner le travail dans un mois, dans 2 mois. Donc c'est pas des gens, le problème ne se pose pas. C'est la peur. C'est pas des chômeurs qu'on la peur d'être chippé par le Kandioma. Non, je pense pas. C'est pas la peur d'être chippé. Je pense que si les gens voulaient partir, ils seraient déjà partis. C'est pas la peur d'être chippé. Les gens ont choisi, dans la vie, on choisit de rallier, on laisse finir là où on est, quel que soit c'est des gens qui ont fait leur choix. Donc ça, comme j'ai dit, n'oublions pas, on est dans la politique. C'est la politique. On est dans la politique. Il y a des choses qui sont politiques. Et on ne peut pas aller en compte. Donc maintenant, lui, il a ses raisons. Je ne l'ai pas entendu dire. Voilà la raison. Moi, je ne lis pas que dans les pensées. Je constate, j'observe, je regarde. Et comme je dis, j'analyse. Je demande à voir ce qui va se passer. Et ça coûte de l'argent aussi, non? 200 millions pour... Ils ne sont pas payés. Ils ne seraient pas payés. Ils le feraient bénévolement. Merci. Bon, pour le moment... Non, ils le feraient bénévolement. Non, il n'y a pas de pour le moment. Contentement de ce qui existe. Demain, on avisera. Mais pour le moment, je dis... C'est pas ce que Ousmane Sonko... Pas Ousmane Sonko. En tout cas, le président de l'Assemblée, pour le moment, il n'a pas dit ce que vous êtes en train de relever là. Il n'y a pas un document officiel qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il dit avant mes propos? Non, je suis d'accord avec vous. Non, mais non, je suis d'accord avec vous. Je parle du conditionnel. Officiellement. Pour moi. Parce que comme j'ai dit, moi je regarde, j'observe. Parce que comme j'ai dit, nous menons tel le c'est-à-dire, s'il y a un fait, je parle d'observer, d'analyser, former. Le fait, c'est que... Ça, c'est un fait récent. Ils ont été nommés. Ça, c'est pas plus. Bon, ça, c'est un fait récent. Donc, j'observe, j'analyse, je m'informe, pas pour m'informer. Mais avant cela, déjà, on se souvient que El Malik avait déjà tort de conseiller aussi. Bon, ça, que ce soit dans les ministres, il faut aller à la présidence, que ce soit dans les ministres, n'importe où. Ça, c'est, non, c'est que... On parlait de rupture, monsieur. Mais non, rupture, on parle plus de rupture. On est, comme je l'ai dit, là, il a bien dit. On avait un duo qui nous proposait, qui nous proposait changer le Sénégal. Même lorsque le duo est marché, tout le monde, mais à l'Assemblée nationale, ces conseillers étaient là.
Quel conseiller? Les conseillers de l'ex-président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Bon, lui, il est parlementaire. Ancien parlementaire. Il sait comment ça marche là-bas, mieux que moi. Ils ont fait comme les autres. Non, les autres n'ont pas fait comme ça. Non, attendez. Comment ça s'est passé Non, monsieur Seck. Voilà les ministères dans la présidence. Il y avait des conseils qui n'avaient pas de bureau. Attendez, dites-moi, à l'Assemblée nationale, j'étais ancien parlementaire. Il n'y a jamais eu 10 conseillers spéciaux. Jamais. Il y a conseillers spéciaux. Du temps de Moustapha Agnès, de ce que je m'attendais, il ne dépassait pas 3 ou 4. La première fois qu'il y a eu autant de pléthore, c'est avec El Malick. Il n'y a même pas de bureau à l'Assemblée nationale dédié autant pour les conseillers. Ça, c'est un. Il y a le cabinet, il y a un directeur de cabinet, tout le staff administratif là-bas qui travaille. Donc, si vous avez besoin de 2 ou 3, c'est légitime. Je suis d'accord avec vous. Il y a les chargés de mission à la présidence, il y a à la primature, il y a eu autant de conseils et tout cela. Je suis d'accord avec vous, mais c'est inédit quand même d'avoir autant d'anciens ministres qui deviennent tout d'un coup. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'ils le font bénévolement, je pense que l'Assemblée nationale aurait dû, en publiant la liste, faire un communiqué officiel en disant que ces 10 ministres qui ont été recyclés à l'Assemblée nationale en tant que conseillers spéciaux vont travailler. Recycler, c'est un mot chargé. C'est du recyclage. C'est du recyclage. Moi, je l'assume, c'est du recyclage. Maintenant, mais en plus, ils disent, non, mais avant, on utilisait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? On a dit pas mal de oui. C'est la même chose. Quand les gens font les mêmes, quand les gens retombent dans les mêmes travails. Mais recycler, c'est chargé quand même. Moi, j'ai parlé d'emploi. Donc, j'ai encore chargé. Bon, je suis dans la provocation. Mais écoutez, même si, donnons-nous 6 mois. Dans 6 mois, on avisera. Je doute fort que dans 6 mois, vous allez renvoyer ces gens-là. Bon, on avisera. Non, je veux dire. C'est pourquoi il faut clarifier dès le début. Le temps, l'Assemblée nationale a le devoir, pour les derniers publics sénégalais, d'avoir une clarification. Ces gens vont travailler sur 6 mois. Après les 6 mois, voici le rôle qu'ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont être maintenus ou pas? On arrive à une conclusion, rien à changer. Très bien. Alors, dernier point, en tout cas, Macky Sall qui est attendu, dit-on, au Sénégal, dans le cadre de sa campagne à l'ONU. Qui a dit ça? Il n'y a pas de communiqué. En tout cas, on a... C'est les murmures. Non, c'est Madiambal Diagne. Madiambal Diagne a écrit cela dans un tweet. Et apparemment, le président de la République aurait changé d'avis au sujet de cette candidature. Vous dites quoi? Ils sont réconciliés? Non, je ne peux pas prononcer. C'est Madiambal Diagne qui l'a dit, qui a écrit ça. Combien de fois Madiambal a dit? Non, mais il n'a pas. Quand il a dit que le Premier ministre a pris un jet privé. Si tu dis 10 propos, à 9 mensonges, une vérité. On parle que tu es une personne véridique, quand même. L'exception n'a pas la règle. Tu dis 10 propos, les 9 sont mensongers. Tu dis une vérité, on dit toujours la vérité. C'est vous qui le dites. Il faut être sérieux. Bon, ça, c'est votre perception. Mais évidemment, c'est moi qui l'ai dit. C'est votre perception. C'est la perception de Madiambal Diagne. Et moi, je ne veux pas aussi. Moi, je ne fais pas de commentaires sur des propos comme Madiambal. Parce que déjà, on sait sa perception des choses, qui explique ses positions, ses opinions. Donc, je ne peux pas discuter de ce que ça, je peux faire comme si je parlais. Alors, oui. Oui, mais quand même, bon, moi aussi, peut-être qu'il ne peut pas dire ça, mais moi, je ne peux pas commenter tout ce que Madiambal dit. Mais ce qu'il m'a dit aussi, on n'a pas vu que les gens demandent ça officiellement. Il a tenu des propos que les gens... Il a beaucoup dit, il a beaucoup parlé. On a vu des preuves de ce qu'il a dit des fois. Les gens se sont tus, n'ont rien dit. Qui ne dit, en tout bas, bon français, on dit, qui ne dit rien consent. Non, je dis, c'est la perception. Moi, je me base maintenant sur la perception. On ne répond pas, oui, non, mais... On ne répond pas aux gros menteurs comme vous dites. Mais certaines déclarations sont graves. Mais si tu parles pas ta vie à répondre à des... Oui, mais vous avez jugé que c'est de la perception. Laissons la perception sur ça. Par contre, moi, ce que je dis sur ce sujet-là, il y a des communiqués et des canaux qu'il faut officialiser. Si le président de la République vient au Sénégal, il n'a qu'à faire un communiqué officiel à travers son parti pour déclarer qu'il vient. Si le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, doit le recevoir, il n'a qu'à le dire officiellement qu'il va le recevoir. Macky Sall est de toute façon un ex-président. Il est bien dans ce pays, ne l'empêche de... Il n'est pas persona grata. Il n'est pas persona non grata. Merci beaucoup à Omar Seck Ndiaye, qui est communicant, écrivain aussi. Écrivain surtout. Écrivain surtout, merci au doyen Omar Seck Ndiaye, qui est, je rappelle, journaliste de formation.
l'émission. À ses côtés, Cheikh Omar Sy, ancien parlementaire. J'espère que vous allez retourner un jour à l'Assemblée nationale. Maintenant, je préfère parce qu'à un moment donné, il faudra voir qu'est-ce qu'il faut faire parce que le pays là, il faut que ça avance. Parler, ça ne suffit pas. Il faut que le pays travaille. Très bien. Alors, vous êtes présidente Ozidewa. Ozidewa, c'est l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. Au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique Kader Lo. Retour de Remue Ménage la semaine prochaine. Nous vous saluons.